Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoun. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Tamani et bienvenue à votre émission Le Forum de la presse. L'actualité de cette semaine a été marquée par un seul événement, le renversement du président de transition et son premier ministre. Le mardi, au lendemain de leur arrestation, dans une déclaration, le vice-président Assimi Goïta a décidé de les mettre hors de leurs prérogatives. Le chef de la junte accuse les deux personnalités d'avoir violé la charte de la transition. Pour parler de cette situation, nos invités, tous des journalistes, sont Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, Modibo Fofana, président d'Appel Mali, association des professionnels de la presse en ligne, Youssouf Yaya Koulibaly, journaliste indépendant. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Quel regard faites-vous sur les événements en cours dans le pays durant cette semaine, Bandjougou Dante? Bon, je pense que les regards que nous pouvons porter sur ces événements, c'est que l'on peut avoir le sentiment que c'était prévisible. L'on peut également avoir le sentiment que cette situation aurait pu être évitée. Ces événements étaient prévisibles dans la mesure où la transition, depuis sa mise en œuvre, a fait montre d'un mépris extraordinaire envers les vrais acteurs de la vie politique nationale. Et quand on met en place des institutions en ignorant carrément les acteurs politiques et en essayant de frapper tout le monde par le même bâton, il faut naturellement assumer les conséquences. Parce que la politique, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ça aurait pu être évité dans la mesure où des jeunes considérant un vieux comme étant leur papa sont allés le chercher au champ, lui confier des responsabilités dans l'espoir qu'il arrive à gérer les affaires du pays, naturellement en étroite collaboration avec ce vieux et ses enfants. Comment ceux-ci n'ont pas pu être à mesure d'éviter ce qui s'est passé. Donc voilà les sentiments qui m'animent. Yaya Koulibaly, êtes-vous d'avis que cette situation était prévisible? Alors, je ne dirais pas prévisible, mais il faut savoir qu'en vérité, il y avait certains mouvements, d'ailleurs auxquels je ne croyais pas tellement, qui n'étaient pas, on va dire, roses. Mais à en arriver là, au point où alors, il fallait arrêter le président, pour moi, je ne l'ai pas vu sous cet angle. Là où je suis d'accord avec Bandjougou Dante et à 100%, sinon plus d'ailleurs, c'est que je me suis dit que nous sommes dans une transition où il y a naturellement des difficultés puisque le pays vient de très loin, ça on le sait. La crise, elle est ancrée. Alors, et vu les rapports même professionnel, on va dire, entre le président Bandao et Assimi Goïta et tout, vu la façon dont ils sont allés chercher Bandao, je m'étais dit que peu importe ce qui s'était passé au sommet de l'État, ils pouvaient échanger, dialoguer, se comprendre et ne pas nous plonger encore dans cette situation. Donc voilà un petit peu. Mais en vérité, aujourd'hui, en tant que Malien, j'ai le corps très meurtri de savoir que on peut aller chercher un président, tout de suite l'amener et tout de suite l'arrêter comme s'il n'était pas important. Et dans un pays normal, un pays sérieux, ça ne se fait pas. Modibo Fofana, oui. Ce coup de force que d'aucuns qualifient de coup d'État n'est-il pas un acte de trop? Oui, c'est un acte de trop, mais je peux dire en réalité c'est un coup d'État. Le président, actuellement le vice-président doit s'assumer qu'on est dans un coup d'État. Ce coup de force est prévisible parce que après le coup d'État du 18 août 2020, les militaires n'ont jamais caché leur ambition de s'accaparer du pouvoir. La preuve est qu'ils ont occupé les postes clés du gouvernement et puis ils sont partis chercher un ancien militaire pour qu'il se dirige soit leur président. Et si on essaie de revenir un peu à la charte, la première mouture de la charte, c'était bien dit que le vice-président peut assurer l'intérim. Il a fallu la réaction de la CEDEAO pour qu'on puisse enlever cette partie
Depuis là, on sait que directement que les militaires ont cette ambition de s'accaparer du pouvoir, raison pour laquelle moi je n'ai pas été surpris. Et aujourd'hui, l'actuel président, bon, ou bien on ne peut pas l'appeler président de la transition, mais le vice-président de la transition, selon moi, doit s'assumer que réellement on est dans un coup d'État parce que ni la Constitution, ni la charte n'est plus en vigueur. Aujourd'hui, il doit travailler avec ce qu'on appelle l'acte fondamental. Vous l'avez tantôt évoqué, occupation des postes clés par certains militaires. Est-ce que la non-reconduction dans le gouvernement Mokhtar Wane II du ministre de la Défense Sadio Kamara, du ministre de la Sécurité Modibo Koné, en est pour quelque chose dans cette situation auquel nous assistons, Badjougou Dante? Bon, moi je pense que dans cette crise, la non-reconduction de ces deux colonels a été la cause immédiate. Sinon, bien évidemment, il y a des causes profondes. Parmi les causes profondes visibles de cette crise, il faut comprendre quand même que depuis un certain temps, on a constaté des nominations en vrac de colonels comme si on cherchait à saboter. Comme si on cherchait à saboter. Parmi également les causes profondes de cette situation, nous constatons que les membres du gouvernement travaillaient comme si c'était des stagiaires. Et on avait le sentiment que rien ne bougeait. Et honnêtement, il faut reconnaître que le président de la transition, Démy, a longtemps été loin des préoccupations des populations, dans la mesure où le contact physique qu'il aurait dû avoir avec les couches socio-professionnelles, avec les syndicats, les grands chefs de famille qu'il devait être, s'est plongé dans un ibéquisme extraordinaire qui a fait qu'il n'était pas au courant des réalités. Or, il a oublié qu'il est venu pour 18 mois et il avait besoin de rassurer tout le monde en disant une vérité aux gens pour dire voilà nos limites, voilà le temps qui nous est imparti, voilà nous demandons l'accompagnement de tout le monde. Et même les syndicats allaient accepter d'être dans le gouvernement parce qu'une transition n'est pas une période de revendication. Une transition est faite pour mettre un pays sur les rails. Les syndicats n'intègrent pas un gouvernement parce que les syndicats réclament des droits au gouvernement. Mais si on montre carrément aux syndicats, venez voir ce qu'il y a pour que vous sachiez quoi revendiquer, quoi ne pas revendiquer, je vous assure que les syndicats allaient être dans le gouvernement. Ne serait-ce que pendant la période transitoire pour nous permettre d'être dans un pays normal. Mais malheureusement, certains ont cru pouvoir faire le pays sans les acteurs. Et ça a donné ce que ça a donné. Pensez-vous que c'est ce manque de contact social qui a manqué à Bandao qui nous a amenés dans cette situation hier à Koulibaly? Alors, Mariam, lorsque le bateau chavire, le capitaine est naturellement indexé, je me dis que oui, parce que c'est le gouvernement de Bandao qui n'a pas été apte à aller vers ce contact social. Oui, un président, c'est quelqu'un qui chapeaute tout. En fait, on va dire un gouvernement qui travaille pour un peuple. Oui, mais j'ai vu des ministres au sein de ce gouvernement, Dante l'a dit, des ministres, on dirait, qui sont venus pour se promener, plus que stagiaires, ou même, on va dire, apprentis. En fait, sincèrement, je pense que c'est cet éloignement, sinon même cette négligence des questions sociales qui est remontée, en fait. Et pourtant, je pense que les ministres pouvaient, n'est-ce pas, freiner cet élan. Et sincèrement, quand ça arrive à un certain niveau, le président, je pense qu'il ne peut que faire les frais. Sinon, en vérité, c'est un gouvernement pareil devrait être, n'est-ce pas, on va dire, aux aguets pour que le peuple, pour écouter le peuple, on va dire, dans ses retranchements, pour les soulager, pour les écouter. Moi, je prends quand l'UNTM a commencé sa grève. Mais attends, un ministre du travail en son temps, qu'est-ce que tu fais? Il faut utiliser de tous les mots, mais pas forcément des menaces, en fait. Pas de menaces, mais de tous les mots pour dire aux travailleurs, écoutez, s'il vous plaît, nous sommes dans une transition où les questions sont très pointues, nous vous demandons indulgence. C'est comme ça, mais quand tu dis aux gens, non, vous n'avez pas droit, c'est ça le problème en fait. Je pense que Bandao a été victime de son gouvernement,
bon, je ne pense pas que c'est lui qui a mis en place, mais sincèrement, il a été victime de ce gouvernement. Oui, on va dire, et lui-même, parce que, bon, forcément, il est là-dedans. Et souvent, c'est difficile, mais en vérité, je suis d'accord que ces questions sociales qui sont remontées, alors, n'ont pas pu être gérées par le gouvernement. Et Bandao, n'est-ce pas, normalement et naturellement, répond à ces questions-là. Êtes-vous d'avis avec le vice-président dans son communiqué, Assimi Goïta, qui dit que la charte de la transition a été violée dans la formation du nouveau gouvernement? Bon, comme actuellement, c'est seulement la partie du vice-président qui parle, mais l'autre camp ne parle pas. Mais quand même, ce que j'ai reproché à Bandao, il a manqué de la souplesse et de la flexibilité dans la gestion du pouvoir. Vous savez très bien que dans l'organisation du cabinet du vice-président, il y a un décret qui indique que réellement le vice-président doit être consulté si il s'agit de nomination. Mais alors que son conseil spécial a été très bien clair que le vice-président n'était pas consulté et il n'était pas écarté. Je pense que Bandao, ce que j'ai un peu reproché à lui, il a manqué, c'est ce qu'on appelle ce management politique pour se mettre au même niveau que les militaires. Peut-être il n'a pas voulu jouer à la marionnette comme les militaires voulaient. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, surtout transition. Moi, je pense que si c'était un bon politicien, il allait savoir ses managements politiques, être flexible et souple, essayer de voir comment manager ces jeunes colonels qui avaient déjà une intention de s'accaparer du pouvoir. Certains disent également dans les coulisses que c'est une gestion partagée, que c'est un deal entre les deux. Bandao pouvait faire 9 mois, et vu que la transition était partie pour 18 mois et l'autre partie pour Assimi Goïta. Bon, ça peut être des suppositions, mais c'est une hypothèse quand même qui peut s'expliquer. C'est une hypothèse qui peut s'expliquer quand on voit les avantages qui accompagnent le statut d'ancien chef d'État. C'est une hypothèse qui peut s'expliquer. Bon. Je crois quand même que, en réalité, on aurait pu éviter ça. Mais l'argument qui consiste par le vice-président à dire pour le vice-président à dire que la charte de la transition a été violée, cet argument ne tient pas. Ça ne tient pas dans la mesure où, lors de la mise en place du CNT, on a fait des malversations et ça a été, le décret est sorti sans signature, pour laisser la porte ouverte à toutes les modifications possibles, et Bandao a signé après. Certainement que Lévier s'est montré assez docile. À un moment donné, il a voulu prendre des ailes avec les voyages à l'étranger, en France. Il a dû penser qu'il est véritablement le grand chef. Et les jeunes nous disent que, bon, n'oublie pas que c'est nous qui t'avons mis là-bas et c'est nous qui pouvons t'enlever. Alors, parlant de cet événement, la dernière phrase, c'est nous qui t'avons mis, on peut t'enlever. Est-ce que la charte donne des prérogatives au vice-président de démettre le président? Nullement, Mariam, nullement, mais pour rebondir sur la question que, en fait, bon, c'est une belle et bonne question, mais en vérité, dire que c'est un deal entre les deux, je m'inscris en faux avant ce débat tout de suite, de choses très proches du président de la transition. Même lui, actuellement, sa sécurité, ils ont dit qu'il est libre, qu'il est chez lui, non inquiété. Ce n'est pas vrai, Mariam. J'ai des informations très claires là-dessus. Aujourd'hui, on sait qu'il est surveillé de très près, qu'il n'est pas libre de recevoir qui il veut, il n'est pas libre de parler. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un deal, en fait. Du tout, ça n'a jamais été un deal. Mais moi, ce que je voudrais dire, en vérité, je voudrais dire qu'on pouvait éviter cela. Vous savez, ils sont des militaires, en fait. Ça ne donne pas une très bonne image de l'armée. Bandao, peu importe, qu'il soit en retraite ou pas, il reste un militaire. Ces jeunes... Oui, c'est des jeunes, bien sûr. Ils sont aussi des militaires. Pour moi, il devrait y avoir, n'est-ce pas, on va dire, des propos, peut-être élémentaires militaires. Il devrait échanger, n'est-ce pas, au plan militaire pour se dire, bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et qui a fait quoi? Quand, où et comment, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, corriger, pour qu'on ne puisse pas, comme j'ai dit, se dire que, bon, voilà, la transition, Assimi Goïta met quelqu'un quand il veut, voilà, quand il n'est pas content, il vient, il t'arrache. Mais dans quel pays on voit ça, si ce n'est pas le Mali? Et c'est pourquoi je suis foncièrement déçu de ce qui se passe actuellement. Sinon, on aurait tous accepté une transition. Ça, je sais que le bateau tanguait, mais le bateau pouvait nous amener petit à petit, ensemble, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre fin à la transition, qu'un régime, alors, sérieux, bon, pas sérieux, qu'un régime démocratique, n'est-ce pas, puisse arriver.
et gérer le pays. Mais là où nous sommes sincèrement, j'en veux beaucoup on va dire, à ces militaires-là qui, quand ils parlent de charte de la transition, ça ne tient pas, ça on le sait. Le président Dante l'a dit, il a effleuré le problème principal majeur. On va dire, le déclic, c'est fut le fait que les militaires aient vu en fait, Camara, Sadio et Modibo Kone out. Ça, ils l'ont pas du tout digéré. Mais je me dis, on a vu comment ils géraient. Mais attends, c'est des ministres. Un poste ministériel est un poste de nomination. Donc, Bandao ne voulait pas, alors on va dire, se faire gérer en tant que président. Et les militaires aussi ne voulaient pas. Ils voulaient, n'est-ce pas, faire de lui une marionnette. Et là, ça n'a pas marché. La situation est là, mais est-ce qu'elle ne va pas ternir l'image du pays à l'international? Non, actuellement, la situation actuelle du Mali, ça ne nous honore pas. Honnêtement, vous avez vu la réaction de la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de faire pression sur les vice-présidents de céder le pouvoir. Mais est-ce qu'il va céder le pouvoir? Parce que déjà, il est dans la logique de poursuivre avec cette transition. Surtout, moi, ce que j'ai constaté, il y a une condamnation timide de la classe politique malienne, parce qu'il y a certains partis politiques qui ont condamné, d'autres n'ont pas condamné. Et les militaires, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, peuvent exploiter ces clivages politiques. Et aujourd'hui, Assimi, il peut chercher également des soutiens populaires. Malheureusement, il n'en a pas. Mais est-ce que ça n'a pas déjà commencé avec, parce qu'il a tantôt reçu la société civile? Oui, c'est déjà commencé parce qu'on a vu même des manifestations qui se disent pro-russes et qui soutiennent ces coups de force. Et je pense que le vice-président aujourd'hui est dans cette logique, comme a bénéficié les soutiens populaires, mais comme a aussi exploité les clivages politiques aujourd'hui, parce qu'il y a l'aile dure de l'opposition qui n'arrive pas à décider par rapport à ces coups de force. Mais également, il faut reconnaître que, oui, le M5 a fait un communiqué, mais si on voit un peu, le M5 était dans l'indifférence sous le régime de Bandao et Mokhtar Wane. Et déjà, le M5 a toujours demandé de rectifier la trajectoire de cette transition. Bon, avec ces coups de force, je pense qu'il y a certains d'entre eux, même s'ils condamnent de façon peut-être publique, mais il y a certains quand même qui sont favorables aujourd'hui aux militaires, il faut le dire. Mais si Assimi parvient à avoir ces soutiens populaires, moi je pense qu'il serait très difficile pour lui de céder au pouvoir parce qu'il va se voir un peu à l'image du fils Déby. Oui, parce que la communauté internationale aujourd'hui va se trouver dans cette situation ambiguë parce qu'ils ont été très laxistes par rapport à la situation du Tchad. Mais au Mali, on va dire pourquoi cette communauté aujourd'hui est en train de réagir de tout Assimi pour que Assimi cède le pouvoir. C'est inquiétant. Modibo Fofana, je vous prends au mot. Situation ambiguë. La CEDEAO qui n'a rien dit pour le moment, la délégation est retournée. Est-ce que dans ce genre de situation, ce n'est pas Assimi Goïta qui sort gagnant? Bon, moi je pense que dans cette affaire-là, il est quand même important que l'on soit réaliste. Le réalisme dans cette affaire, c'est que les solutions qui nous ont été imposées par la communauté internationale sont des solutions qui n'ont pas marché, en mettant un civil à la tête. Et rien ne prouve qu'un autre civil à la place d'Assimi ne va pas subir les mêmes sorts que Bandao. Donc moi je crois qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, il est important que la junte ait un soutien national et qu'on sort avec une feuille de route. Maintenant, moi je pense que le M5, il est dans son rôle. Parce que le M5 a demandé la rectification de la transition. Et le M5 ne peut pas, du jour au lendemain, s'afficher ouvertement avec Assimi et ses hommes. Sinon, ils vont être traités de putschistes. Même le fait que ce mouvement ait maintenu ces manifestations déjà annoncées, moi je pense que ça a un double avantage. Le premier avantage, ça fait la pression sur ceux qui restent de la transition de comprendre que la rectification est obligatoire et sans M5, pas de transition. Que cela soit clair. La deuxième chose, c'est également un appel à la communauté internationale pour comprendre que le blanchiment des colonels passe forcément par des forces politiques, notamment les M5.
Dans ce genre de configuration, le M5 ne peut pas être un bon client pour baisser la tension sociale. Difficilement, puisque moi, d'ailleurs, je vois difficilement le M5 entrer dans ce gouvernement. Et même, on va prendre la tête, puisque... Mais on est en train de les titiller pour qu'ils laissent ses membres puissent rentrer. Pour savoir dans quelle sauce il faut les manger. C'est ça, c'est normal, c'est la politique. Mais s'ils sont... Moi, je dis si je suis M5, si je ne le suis pas. Heureusement, je n'entrerai jamais dans un tel gouvernement. Ou même, ils peuvent conseiller. Ce qui va être bizarre pour certains, moi... Je sais que quelque part, déjà Assimi l'a dit, il dit que ce n'est pas un coup d'État. C'est vrai. Oui. Donc, un coup de force dans un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. C'est juste... ils l'ont démis de ses prérogatives, en fait. Démis des prérogatives. C'est une belle expression. Mais je sais que Bandao, là où il est, s'il est rapproché, il va revenir. Ah bon? Oui, ça peut être bizarre, hein. Mais si Bandao aujourd'hui est rapproché par les mêmes militaires, il va revenir parce que Bandao s'était donné, n'est-ce pas, une certaine directive qu'il veut respecter. Et je sais qui le connaît bien, là, si on va le voir, il va revenir. Mais avec la même position, en se disant, certains membres du gouvernement, fût-ils des militaires, ne peuvent pas être de ce gouvernement. Et c'est là le problème. Oui. Donc, en tout cas, nous sommes dans une situation délétère. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé est quasi inacceptable par les Maliens. Je ne suis même pas d'accord que les Maliens donnent leur soutien à cette gente-là. Non, du tout, parce que nous ne pouvons pas soutenir de telles actions où nous sommes. Mais avant ces événements, la transition était partie pour durer 18 mois. Est-ce que cette nouvelle situation ne risquerait pas de prolonger la durée de la transition, Modibo Fofana? Ah oui, il faut s'attendre à ça parce que déjà... Mais déjà dans le communiqué, Assimi Goïta a donné la garantie de tenir les élections en octobre. Oui, exactement. Il a donné cette garantie que les élections seront tenues à la date prévue. Mais il faut le dire, c'est une transition. Tu sais que la charte n'est pas un verset coranique, ni un verset biblique. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on n'est plus dans la charte? Est-ce qu'on n'est plus dans la Constitution? Parce qu'on a ce problème-là. La raison pour laquelle moi je pense qu'ils sont dans la communication, ce sont des jeux de mots, coups de force, coups d'État. Mais en réalité, il faut le dire, nous en tant qu'intellectuels, c'est un coup d'État parce que la charte n'autorise pas les vice-présidents de démettre le président de sa fonction, alors qu'il y a une nuance entre charte et la Constitution, parce que la raison pour laquelle il y a certains même sur les réseaux sociaux qui disent que la charte est supérieure à la Constitution. À la Constitution. Non, ils n'ont pas compris. Parce que dans la charte, moi, j'ai bien lu, il y a une partie qui indique que s'il y a eu une nuance entre la charte et la Constitution, c'est la charte qui l'emporte. Mais cela ne signifie pas que la charte est plus supérieure que la Constitution. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que les présidents Assimi, ou bien, entre guillemets, vice-président Assimi, ils doivent s'assumer. S'il parvient à avoir un soutien populaire, au grand bonheur des Maliens, de poursuivre cette transition. S'il parvient à avoir les soutiens populaires, c'est ce que je peux proposer. Dans ce genre de situation, on était déjà parti pour organiser au moins 7 élections. Jusqu'au mois, je pense que la dernière élection prévue, c'était le 27 février 2022. Est-ce que ce calendrier est encore tenable? Bon, moi, je pense que les dates sont toujours indicatives. Mais pour que ces dates-là puissent être tenues, et quand le vice-président de la transition dit qu'il va faire les élections en 2022, c'est une façon d'interpeller l'ensemble de la classe politique. Pour que les gens comprennent que si on n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose, s'il y a un retard, c'est vous. Sinon, nous sommes déjà prêts. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, en toute objectivité, il faut qu'on soit réaliste. Pour une fois, les Maliens ont intérêt à se réunir autour de ces... Le Mali est un pays pas comme les autres. Dire qu'une dictature va naître, s'ossifier et faire ce qu'elle veut ne marchera pas au Mali. Notre pratique démocratique de 91 à maintenant fait que cela est impossible dans un pays comme le nôtre. On a intérêt à encadrer ces jeunes colonels, à sortir avec un chronogramme, une feuille de route avec l'accompagnement de la communauté internationale. Sans ça,
vous demandez à la classe politique aujourd'hui quel mécanisme on va mettre en place pour chercher un président à la place de Assimi. On ne trouvera pas. Et même si on trouve, ça ne donnera pas satisfaction à tout le monde et il y aura toujours un retour en arrière. Qu'on valide Assimi, quand on sait déjà que nous sommes dans une situation qui est là, et qu'avec militaires, civils et tout ce qu'il y a comme force, y compris les syndicats, qu'on sort avec un chronogramme, et c'est ce chronogramme qui va être un chronogramme malien. Mais si jamais des chefs d'État à problème dans leur propre pays vont se réunir pour expérimenter des situations ici, qui ne marcheront même pas chez eux, je suis convaincu que c'est nous qui allons continuer à patauger. Assimi, il est de l'autre côté, validons ça et sortons avec un chronogramme. Validons l'équation Assimi. Est-ce la solution, Yaya Coulibaly? Non. C'est le Malien pour le valider? Naturellement, pour moi, non, puisque on va dire, en fait, c'est des colonels qui ne veulent que, on va dire, faire ce qu'ils veulent faire en vérité. On les a vus à l'action. Et tous les colonels qui sont venus, c'est parce qu'ils l'ont voulu, eux. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, les colonels ont pris tous ces postes-là. C'est pas Bandao, ça, on le sait déjà. Donc, je sais que si c'était des jeunes qui écoutaient, qui observaient, ou même qui suivaient des directives, injonctions et tout, on pouvait. Mais là, aujourd'hui, on va valider quelqu'un qui ne va pas nous écouter, qui va, n'est-ce pas, continuer à placer, on va dire, toujours ces militaires à des postes qui ne donnent aucun résultat. Je pense que c'est pour n'aller nulle part. Sincèrement, aujourd'hui, je me dis, accepter qu'Assimi dirige le Mali, c'est accepter qu'on aille tout droit au mur. Accepter qu'Assimi dirige le Mali, c'est une solution pour sortir de cette crise-là? Bon, oui, moi, quand même, en tant que républicain, je suis contre un coup de force. Mais on est dans un pays, puis on est dans une situation exceptionnelle. Si réellement Assimi peut s'assumer et accompagné par le peuple malien, moi, je ne vois pas de problème. Parce que j'ai peur encore que la communauté internationale fasse un autre coup de force dans un pays qui est déjà fragile. Vous voyez, les 2 tiers sont déjà occupés. Et même nous qui sommes là, nous sommes tous comment dirais-je, en proie à l'insécurité. Vous voyez, c'est quand même ça, c'est ma position. Si il peut être aidé par la classe politique, le soutien populaire, il n'a qu'à s'assumer et accompagné par la communauté internationale. Le pays est sans gouvernement, ni président. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver maintenant? Ce qui peut nous arriver est simple. Nous arrivera ce que nous aurons souhaité. Moi, je crois que les Maliens aujourd'hui doivent valider Assimi. Et la validation d'Assimi se fera à condition qu'il y ait cette transition inclusive et cette transition qui peut définir clairement et comment rendre cette transition inclusive du moment où des gens ont déjà peur de cette transition parce qu'on s'est dit peut-être que dans les coulisses il s'est dit que celui qui va être candidat pour diriger cette transition aura le même sort que Bandao. Non mais pourquoi si c'est le cas, ils n'ont qu'à laisser celui qui est là-bas, qui amène ça aux autres, qu'on essaie de revoir la composition du CNT, qu'on essaie de voir comment le gouvernement doit être composé en prenant en compte l'ensemble des forces nationales. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas autre solution que ça. Mais le conseiller de Assimi Goïta était clair ce matin sur RFI quand je l'ai écouté. Pas question de reconstituer le CNT. Il l'a dit. Mais moi, je pense que si Assimi se valide, il se validera avec les Maliens. Et c'est aux Maliens de décider ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver, Yaya? En fait, vous voyez que quand son conseiller dit pas question de réformer le CNT, vous voyez déjà, il parle même au nom du peuple, en fait, sans même considérer ce peuple-là. Pensez qu'on peut faire confiance, n'est-ce pas, à des gens qui parlent au nom du peuple comme ça sur les médias internationaux, sans même considérer ce peuple-là. C'est ça le problème, en fait. Moi, je pense qu'ils doivent éviter de dire certaines choses. On va dire, pensant qu'en le disant, nous aurons peur. Non, ce n'est pas cela, en fait. En disant cela, c'est pour dire, nous allons faire ce que nous voulons et personne ne peut empêcher. Et ce n'est pas intéressant. Donc, quand il dit, le CNT ne sera pas réformé, pas de question. Ça veut dire que c'est nous qui le voulons comme ça, alors que le M5 RFP, en tant que force, n'est-ce pas, a demandé à ce que le CNT soit dissous, n'est-ce pas, et que cette institution, n'est-ce pas, soit refaite. Donc je pense qu'ici, il y a question de se dire, alors nous sommes aujourd'hui aux commandes, mais est-ce que nous pouvons faire seuls? Est-ce qu'on doit dire des choses seuls? Prendre des décisions au nom du peuple seul? C'est la question. Et ils sont comme ça, en fait. Donc c'est pourquoi il est difficile de faire confiance à des gens comme ça qui décident de ce qu'ils veulent sans consulter les autres. Et c'est dangereux.
En réalité, Maria, il faut pas qu'on caresse les choses dans le sens du poil. Franchement, parce que j'ai toujours dit, j'ai peur d'un autre scénario. Même si un autre président civil viendra avec un autre premier ministre, il est possible qu'il soit démis encore de leurs fonctions par les mêmes colonels. Et dans ces cas, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit aider ces colonels à poursuivre la transition, que les partis politiques descendent sur le terrain, mener leur campagne. Il ne faut pas que les mêmes phénomènes se produisent. Parce que gouverner, c'est anticiper. Ces militaires ont toujours montré leur ambition de s'accaparer de ces pouvoirs. Et raison pour laquelle le CNT est contrôlé par les militaires. Les 4 postes clés du gouvernement étaient contrôlés par les militaires. Et Assimi est le vice-président, mais dans la première monture de la charte, c'était bien dit que c'est le vice-président qui doit remplacer le président de la République. Il a fallu la hiérarchie de la CEDEAO pour qu'on puisse enlever. Déjà, leur ambition était claire, c'était de diriger cette transition. Moi, j'ai peur d'un autre scénario, même si on amène un autre président civil qui ne soit pas encore démis avant la fin de cette transition. Et raison pour laquelle, à contre-cœur, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut soutenir ces militaires, vraiment de finir avec cette transition pour que les pays puissent revenir à la normale. Si on doit le faire, sachez que nous sommes le Mali, un membre d'association, nous avons ratifié des textes, nous avons la CEDEAO qui est sur nous, la communauté internationale qui est là également. Quels peuvent être les effets de cette crise-là sur le Malien lambda aujourd'hui, Mbadjougou Dante? Bon, je pense quand même que ce qui est important, il faut Nous sortons d'une grogne sociale déjà, c'est compliqué. Personne n'a intérêt à ce que ça tarde. Et il faut trouver une solution à minima. Mais quand les gens vont se livrer dans des logiques de positionnement, on risque de proroger encore la souffrance du peuple malien et l'avenir va devenir incertain. Donc je pense qu'aujourd'hui, travaillons à faire en sorte qu'on sache au moins où on va. Et quelle que soit la personne qui va venir pour nous amener, qu'on sache au moins où on va. Et à partir de quand on va s'arrêter. Donc si ça, c'est des données claires là, je pense que le reste devient facile. Est-ce facile de trouver ces données claires avec ces militaires? Nous assistons à une situation confuse hier. Avec ces militaires, rien n'est sûr. En fait, déjà, je pense qu'au Mali, tout le monde le sait, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des civils. En fait, n'importe qui le sait. Ces militaires ont montré, ont affiché certaines ambitions de se positionner au pouvoir à un niveau où il faut faire énormément attention. C'est ça le problème. En vérité, quand ils venaient aux premières heures, n'est-ce pas, de ces activités, c'est vrai que c'est un coup d'État, on n'était pas content, mais on a vu, on était un peu serein. Mais quand on a vu qu'au fil du temps, ils se sont positionnés à tel point qu'ils sont devenus plus forts que le président, on va dire quelque chose comme ça, c'est dangereux. Donc, pour moi, sincèrement, c'est difficile avec ces militaires. Et je sais qu'aucun politique, aucune structure, ne va accepter que alors vous partiez en échange et qu'ils vous imposent tout ce qu'ils veulent faire. C'est pas possible. Donc les gens vont devoir faire des propositions concrètes qu'ils ne vont pas accepter. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire et qu'il y a des postes que les militaires doivent quitter impérativement. Est-ce qu'ils vont accepter ces propositions? Je sais que non. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec ces militaires, il est extrêmement difficile, on va dire, de collaborer parce qu'il y a des choses qu'ils veulent avoir et que difficilement ils vont lâcher. Et on va dire ceux qui sont en face aussi ne sont pas des marionnettes, ne vont pas les suivre. Donc c'est difficile. Et si difficilement ils vont lâcher, est-ce que le pays a les armes nécessaires aujourd'hui de supporter notre embargo, Modibo Fofana, sachant que nous avons le coronavirus qui est là, l'économie déjà est très faible, la grogne sociale qui vient, l'UNTM qui a levé ce mot d'ordre de grève avec tout ça. Est-ce que nous avons les armes nécessaires pour supporter notre embargo? On ne pourra pas supporter un autre embargo, mais déjà, le Mali est sous embargo permanemment. Il y a plus de 10 ans, on est sous embargo. Comme on l'a dit, un misérable n'a pas plus peur de mourir. Vous voyez, on est dans cette situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale, ce qu'elle a fait au Tchad, selon les juristes, la jurisprudence, essaie de voir la situation du pays. De par la situation du Mali, on est sur plusieurs fronts déjà. Aujourd'hui, la communauté internationale doit mesurer la gravité de la situation au Mali pour ne pas nous imposer quand même un autre embargo. Et raison pour laquelle moi j'ai dit il faut anticiper un autre coup de force. Voilà ma position.
il faut anticiper un autre coup de force, essayer de voir comment on peut manager ces jeunes afin de terminer rapidement cette transition. Vraiment, au grand bonheur des Maliens. C'est ma position. L'embargo, si parce qu'il y a une rencontre aujourd'hui, vendredi, je pense qu'ils ont dit dimanche, une rencontre de la CEDEAO dimanche prochain sur la situation malienne. Les décisions vont découler de là. Et déjà, on craint. Moi, je crois que la crise malienne est une crise politique et il faut des solutions politiques. Maintenant, dans le contexte actuel, je ne crois pas que la CEDEAO va avoir l'esprit criminel jusqu'à chercher à imposer un embargo à un pays déjà sur un pays déjà à terre. Maintenant, s'ils ont les moyens de leur politique, ils n'ont qu'à faire dégager qui ils peuvent faire dégager sans faire souffrir la population. Cette situation méli-mélo auquel nous assistons finalement profite à qui? Est-ce les militaires, le M5 qui a passé tout son temps à contester ou la classe politique? Je pense que de façon logique et pertinente, elle ne profite à personne. Mais là où nous sommes, sauf qu'elle profite aux militaires. C'est ça le problème. Au fait, Modibo a dit quelque chose, manager ses militaires. Modibo, ce n'est pas possible, toi-même tu le sais. Si c'était possible, Bandao est la personne la mieux placée pour les manager parce que, en tant que papa, en tant que, on va dire, haut gradé de l'armée, donc si quelqu'un pouvait les manager, c'était Bandao. Personne ne peut les manager parce qu'ils vont refuser catégoriquement parce qu'ils ont des intérêts à sauvegarder. Donc, moi je pense que, comme j'ai dit, logiquement, on va dire, personne n'y a profit. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, et malheureusement, c'est les militaires qui profitent. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir et ils veulent garder le pouvoir. Modibo, vous êtes d'avis que cette situation ne profite qu'aux militaires? Oui, ça profite aux militaires, ça nous honore pas, comme j'ai toujours dit. Mais il faut redire aussi, ça profite aussi à certaines classes politiques qui pensaient qu'ils n'ont pas été considérés par Bandao et son Premier ministre. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains acteurs politiques qui ont été ignorés dans la gestion du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, même si ces gens-là ne s'affichent pas publiquement, ça leur profite parce que pour eux, c'est une manière aujourd'hui de faire des propositions concrètes peut-être pour la gestion du pays. Mais, Mariam, il faut le dire, hein, on est dans une situation exceptionnelle. Il faut des solutions exceptionnelles. Et quelles peuvent être ces solutions exceptionnelles? Cette solution exceptionnelle, la politique, ce n'est pas une mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. Mais la politique, ça peut donner 3 ou 4. Il faut essayer de voir comment on peut sauver le peuple malien, comment on peut sauver les Mali en manageant ceux qui ont fait ce coup de force et de ne pas nous imposer encore un autre embargo. C'est clair. Comment sauver le Mali, Bandjougou Dante? Alors, je le prends au mot. Pour sauver le Mali, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que notre existence est menacée et que les querelles de positionnement doivent s'arrêter et que nous nous mettons ensemble pour savoir réellement ce que nous pouvons faire et où on doit aller et où on doit s'arrêter et en s'arrêtant, qu'est-ce qui doit avoir lieu. Moi, je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Il ne s'agit pas de voir des militaires au pouvoir. J'ai dit, aucune dictature ne peut s'installer durablement au Mali. L'histoire contemporaine de notre pays est entièrement contre ça. La présence de ces associations, de cette presse, de ces partis politiques fait qu'aucun apprenti dictateur ne peut s'enraciner au Mali. C'est impossible. Mais aujourd'hui, faisons en sorte que des Maliens qui se sont retrouvés dans cette position soient encadrés par les leviers sociaux, société civile, politique, médias, tout le monde, que nous nous mettons ensemble et qu'on sache ce qui est bon pour notre pays et pour quand. Sans ça, vous allez demander aux Maliens de se trouver encore un chef, on ne va jamais s'entendre. Et heureusement, moi je pense qu'il est important de laisser ces colonels-là au pouvoir et les encadrer pour éviter à ce qu'il y ait une rupture de la chaîne de commandement. Parce que jusqu'ici, on a une opposition entre colonels confondus à l'armée tout entière et la classe politique, la société civile. Mais si jamais il y a d'autres groupes qui venaient à entrer dans la danse et avec peut-être les mêmes arguments que les militaires, là ça devient un problème. Donc à partir du moment où il y a un argument militaire qui est là, qui constitue un groupe, homogène ou pas, en tout cas la chaîne de commandement est préservée. Donc faisons en sorte que nous n'aidons pas à casser notre pays.
Nous assistons l'autre défi du Mali également, c'est le défi sécuritaire. Les militaires actuellement qui sont au pouvoir, est-ce que ça ne sera pas une bonne option pour la lutte contre le terrorisme? Parce que là, ils sont aux commandes, c'est eux qui décident. Ils décident depuis qu'on est à la transition, hein. Ils décident. Hein. D'ailleurs, même les questions sécuritaires militaires sont entre les mains de Assimi depuis que Bandao est là. Alors, le résultat est connu, Mariam. Tous les jours, on voit ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas parce que maintenant Bandao, disons, Assimi veut être président. D'ailleurs, étant président, il ne pourra pas faire mieux qu'étant vice-président chargé des questions sécuritaires, n'est-ce pas? Et voilà, c'est la question. Donc, moi, je ne vois pas ce que Assimi pourrait faire de mieux qu'il n'a pas pu faire pendant qu'il était à la transition, et nulle part Bandao l'a empêché de faire ce qu'il doit faire en tant que chargé, n'est-ce pas, des questions de sécurité, n'est-ce pas, et voilà. Donc on ne va pas dire que quand Assimi va prendre la reine, qui va être président de la transition, qui va faire, il va sortir d'autres jeux qu'il n'a pu montrer. Je pense qu'il a montré, si c'est par rapport aux questions sécuritaires, visiblement il a montré ses limites. Voilà. Est-ce que les effets de cette crise-là sont ressentis de la même manière pour un Malien du Nord comme du Sud, sachant que là-bas, il y a plus l'insécurité? Oui, je pense qu'on ne voit pas la situation de la même manière parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, à l'intérieur du Mali, il y a certains qui ne sont pas, qui sont toujours exposés et qui sont en proie à l'insécurité. Et même au niveau de la diaspora, on n'a pas les mêmes lectures sur la situation du pays. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Yaskoul. Le vice-président, son argument pour ce coup de force, il a été très clair. Il dit qu'il n'a pas été consulté. Sûrement, il n'avait pas assez de pouvoir peut-être pour faire cette refondation de l'armée. Je pense. Pourquoi ne pas demander à être consulté alors? Voilà. Mais oui. Alors, et pourtant, il doit être consulté parce que il y a un décret pour l'organisation même du cabinet du vice-président qui est bien clair. Le vice-président doit être consulté pour tout ce qui est question sécuritaire et de défense. Mais pour lui, il n'a pas été consulté parce qu'on a formé un gouvernement en nommant des généraux au poste, des généraux au poste ministère de la Défense et Sécurité. Il n'a pas été consulté, vous voyez. Pourtant, voilà, vous voyez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer, on doit essayer de lui voir en tant que président, si c'est possible qu'il fasse ce qu'on appelle la refondation de l'armée et faire les fameux audits de la loi sur la programmation militaire, parce que c'est très important. Le problème de notre armée aujourd'hui, il faut vraiment lutter efficacement contre la corruption. C'est ça le vrai problème. Alors, la rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas pris de sanctions contre le Mali. On sait que la CEDEAO doit se réunir le dimanche sur la situation malienne. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Dernière question, je fais un tour de table. Je commence par Yaya Koulibaly. Rapidement, et revenir à la question. Assimi n'a pas été consulté, il a dit. Mais est-ce qu'être consulté veut dire être forcément, n'est-ce pas, écouté? C'est la question. Je pense que ces mots qu'on prononce, on va les prendre, mais on ne va pas accepter. Alors, en venant à la question... On peut bien le consulter, mais on peut ne pas prendre ce qu'il veut. C'est ça la vérité, en fait. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, l'ONU, d'autres forces extérieures sont des grands soutiens, mais pour finir on va dire ce débat, c'est pour dire qu'en vérité, la solution doit être en primauté malienne, en fait. Il faut même que ces forces internationales, avant de prendre toute décision, écoutent le Malien pour dire qu'est-ce que le Malien veut aujourd'hui, qu'est-ce que le Malien peut supporter. Je ne vais pas reprendre les mêmes mots que le président, même si c'est des mots qui sont très francs quand il parle d'esprit criminel. Oui, je pense qu'aujourd'hui, certaines choses qu'on pourrait imposer aux Maliens pourraient être extrêmement dangereuses pour le Malien. Modibo Fofana, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Oui, la communauté internationale quand même a brandi des menaces contre les auteurs de ces coups de force. Mais il faut s'attendre peut-être à déjà les avoirs de ces colonels, peut-être l'interdiction de voyager en dehors du Mali. Et puis, comme l'Union européenne aussi est dans la logique des sanctions ciblées, on sait qu'il y a assez de projets au Mali qui financent directement et indirectement les gouvernements maliens. Je ne sais pas si ils vont peut-être mettre fin
au financement de ces... Badjougou Dante, on peut être tranquille dans les prochains jours que rien ne peut nous arriver, non, on peut s'inquiéter. Moi, je pense que la CEDEAO ne peut qu'inviter les acteurs maliens à aller s'entendre. Et si la CEDEAO nous invite à aller nous entendre, c'est aux Maliens de s'entendre et nous allons nous entendre. Maintenant, le fait que son conseiller ait dit que le CNT ne sera pas modifié, c'est le marchandage qui commence. Qui sait si le M5 va revendiquer la présidence? Donc, dans ce cas, il y a à prendre à laisser. Donc, je pense que les marchandages ont déjà commencé entre les colonels et les M5. Les Maliens doivent s'entendre. C'est sur cette note que prend fin le grand dialogue de ce soir consacré au Forum de la presse. Un seul fait marquant, il s'agit de la démission du président de la transition et de son premier ministre. Nos invités, tous des journalistes, étaient Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, Modibo Fofana, président d'Appel Mali, Yaya Koulibaly, journaliste indépendant. À la régie vidéo, on avait Mamadi Keïta. La mise en onde était assurée par Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.